Ensemble, nous allons parler de toutes les problématiques et les défis du métier de RH dans la restauration. Nous allons notamment parler de recrutement et de fidélisation des salariés. Tout ce webinaire nous donnera un premier aperçu en fait, d'un guide pratique que nous allons sortir la semaine prochaine chez Snapshift, entièrement dédié aux problématiques vraiment du métier de DAF et de DRH dans la restauration. Donc, si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous allez pouvoir le recevoir dès qu'il sortira. Donc, je compte sur vous aussi pour en parler autour de vous. Sans plus attendre, on va commencer. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez en 2 minutes, Adeline et Bernard, vous présenter, histoire que nos auditeurs savent un petit peu qui vous êtes, qui vous êtes tout simplement. Okay. Donc, Adeline Chevalier, donc, je suis donc responsable RH chez Exquis depuis décembre 2018. J'ai commencé par un parcours complètement différent qui était plutôt dans le secteur de l'industrie en tant que RH. Et je suis arrivée en 2016 chez Exquis une première fois pour un CDD de remplacement et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic de vouloir travailler en tant que RH dans la restauration. Et j'ai poursuivi dans une entreprise d'hôtellerie et de restauration de luxe et Exquis m'a rappelé donc l'année dernière et j'ai eu le grand plaisir de revenir chez eux. Voilà. Pour ma part, je suis président donc de Gira. Gira est un cabinet d'accompagnement auprès de tous ceux qui gravitent autour de la restauration, puisque nous sommes ultra spécialisés sur toutes les formes de restauration hors domicile. Et nous abordons avec nos clients tous les aspects marketing, stratégie et développement. Alors mon parcours, il est simple parce que j'ai passé 15 ans sur le terrain entre les salles, les cuisines, du fast-food aux étoilés Michelin. Et d'ailleurs, en cuisine, on m'a dit il vaut mieux que tu ailles en salle. Et je pense que c'était un excellent conseil à l'époque. Voilà, et depuis maintenant 30 ans, puisque Gira a fêté ses 30 ans l'année dernière, nous faisons du conseil et de l'accompagnement auprès de tout ce monde qui gravite autour de la restauration. C'est parfait. On va avoir un joli mélange de pratiques. On va commencer. Avant toute chose, pour caler un petit peu le contexte, j'aurais vous poser la question pourquoi est-ce qu'il est si difficile aujourd'hui de recruter dans la restauration? On constate qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, qu'il y a un turnover qui est super élevé. Pourquoi, à votre avis? Quelles en sont les raisons principales? Très clairement, on constate que c'est quand même un métier assez compliqué, qui demande beaucoup d'investissement. C'est aussi des contraintes horaires et de conditions de travail. C'est un métier de passionné de premier abord. Aujourd'hui, par exemple, chez Exquis, on a des équipiers polyvalents. On sait très bien que c'est des personnes qui sont de passage, ça va être des étudiants, ce genre de profil. Et aujourd'hui, notre volonté, c'est de transformer ces personnes-là dans une vocation, de leur donner du sens à un métier qui est quand même assez timé par des tâches répétitives. Donc, c'est à nous, en fait, en tant qu'entreprise, pour éviter ce turnover, de donner une vocation à ces personnes-là et une prospection et de l'évolution en interne. Voilà. En plus de ce qu'a dit Adeline, qui est tout à fait juste, je rajouterais qu'aujourd'hui, malheureusement, la profession est en train de payer une non-valorisation de ce métier auprès des jeunes et auprès des différentes générations, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un métier, que ça soit la salle ou la cuisine, mais plus la salle que la cuisine, qui ne fait plus rêver, qui ne fait pas rêver, qui n'attire pas les nouvelles générations. Et je pense qu'il faut se remettre à valoriser ce métier par différentes manières, hein, tout est possible. Et en tout cas, pour ma part, à mon petit niveau, j'harcèle la chaîne M6 depuis maintenant 2 ans pour qu'il fasse après un top chef, un top salle, pour valoriser les métiers de la salle, pour redonner et donner envie de travailler dans une salle, qui est un travail merveilleux parce que c'est quand même un exercice de métier de service. Et les métiers de service comme la restauration sont peu nombreux en fait, parce qu'on passe beaucoup de temps avec le client, contrairement à un métier de service où il y a juste un contact, je veux ça, j'achète, combien je vous dois. Là, il y a tout un suivi de la table, tout un suivi du client pendant son long séjour entre guillemets dans le restaurant. Donc c'est un véritable métier de service qu'il faut se remettre à valoriser. Aujourd'hui, le métier de restaurateur dans la restauration, c'est pas valorisé, mais pourquoi? C'est parce que c'est parce que c'est parce que ce n'est pas. Alors, apparemment, je vois qu'il y a un problème de micro sur celui-ci. Celui-ci.
faire comme ça, c'est pas grave, je vais le faire passer, c'est pas un problème. Du coup, oui, donc je me disais, il y a un problème, s'il y a un problème de valorisation du métier de restaurateur, oui, donc je me disais pourquoi en fait? Est-ce que c'est parce que les restaurateurs ne mettent pas assez l'accent sur la beauté du métier, ou c'est parce que les gens justement en ont une image trop négative, ou quelle est à votre avis la source en fait de ça, de cette sous-valorisation, si je puis dire? Très clairement, chez Exki, on le voit par notre système de rémunération, qui est quand même un système de rémunération qui est faible par rapport à d'autres secteurs comme le retail, où la marge est quand même plus grosse chez eux. Après, on a aussi la problématique en France, au niveau des diplômes. Dans l'hôtellerie-restauration, on les prépare vraiment à un service de salle avec le client, etc. Et dans la restauration rapide, on est plus sur un service rapide. Et ils sont pas formés à ça. Et quand ils sortent d'école, ils se projettent plus dans de l'hôtellerie et de la restauration traditionnelle que de la restauration rapide. Et aujourd'hui, on a du mal à les attirer chez nous. Tout de suite, la restauration rapide fait connotation à McDo, les frites, ce genre de choses. Et on a vraiment du mal à attirer. Voilà. Donc, on a vraiment besoin de se différencier par rapport à la concurrence. Aujourd'hui, la restauration en France, c'est quand même un secteur qui se développe énormément avec beaucoup de nouveaux concepts. Donc, on se doit aussi, en tant qu'acteur sur le marché, de se différencier, d'attirer les profils d'une manière ou d'une autre, chose qu'on n'avait peut-être pas auparavant comme difficulté. Je dirais que cette non-valorisation, elle provient malheureusement de deux phénomènes. Le premier, c'est la rémunération, et je vais y revenir. Et le deuxième, c'est ce que je disais tout à l'heure, la qualité de service. Moi, je trouve qu'il faut faire entrer en salle des gens qui éprouvent du plaisir à faire plaisir. Et ça, c'est le plus complexe parce que ça se voit pas sur un CV, ça se lit pas sur le front. Et ça, c'est le plus complexe. C'est ce que j'appelle, moi, des commerçants. Et je pense qu'en salle, il devrait y avoir que des commerçants. Je reviens 10 secondes sur la rémunération. Il y a un truc que je ne comprends pas, ou plutôt si, malheureusement, je le comprends trop. Je disais tout à l'heure que j'ai passé 15 ans sur le terrain et je suis ancien leader chez Hippopotamus. Alors, leader chez Hippopotamus, il y a 35 ans, c'était équivalent d'un maître d'hôtel. Et j'ai retrouvé par hasard une fiche de paye de l'époque et j'étais payé en net 25 000 francs par mois, ce qui équivaut à plus, si je dis pas de bêtises, 4 000 et quelques euros par mois. Aujourd'hui, un leader, un maître d'hôtel chez Hippopotamus vaut un SMIC plus. Ma question, c'est que s'est-il passé en 30 ans sur la rémunération des gens en salle? C'est ça ma question et j'ai pas de réponse aujourd'hui. Il s'est sûrement passé quelque chose pour qu'on ne rémunère plus de cette façon-là. Est-ce que c'est effectivement l'explosion de la restauration rapide? Est-ce que c'est le fait que la demande en matière de travail a explosé? Est-ce que c'est, je vais faire un peu l'économiste apprenti, la crise aussi? Ou est-ce que c'est... je vous pose effectivement la question, à votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se passer en fait? Parce que j'imagine que vous devez avoir quand même une petite idée de ce qui a bien pu se passer. Enfin, moi, j'ai peut-être une première hypothèse de réponse, c'est que le modèle économique du restaurant s'est dégradé au fil des années. Et le modèle économique se dégradant, puisqu'on ne peut pas répercuter sans arrêt le niveau de charge sociale qui monte, la hausse des coûts matières, la hausse du loyer, etc. Il y a un moment où les marges se réduisent. Et à force de réduire les marges, eh ben, on tape sur des coûts, dont les coûts de personnel. Et donc, on rémunère moins, on a moins de personnes en salle et c'est dramatique parce qu'avec moins de personnes en salle, on peut, certains restaurateurs nous disent, on est obligé de fermer la mezzanine, on est obligé de fermer la moitié du restaurant parce qu'on ne peut pas assurer. Et dans la restauration rapide, on voit aujourd'hui, en plein coup de feu à 13h, des unités qui ferment 2 caisses sur 4. Et ça, c'est problématique parce que ça crée des queues, les queues sont dissuasives, etc. Enfin, je veux dire, on provoque du manque à gagner en chiffre d'affaires à cause d'un rétablissement de rentabilité. C'est incroyable. On est dans une spirale qui est pas bonne. Ce qui est pas bonne. Il faut ressortir par le haut. Effectivement, chez Exki, on le voit bien. On a vraiment des difficultés à recruter sur les métiers d'équipiers polyvalents. On perd également en service, ça c'est une réalité. Effectivement, comme le disait Bernard, on a cette problématique de fermer des caisses parce qu'il nous manque des équipes sur le terrain pour assurer les rushs. Et aujourd'hui, c'est notre volonté de réouvrir ces fameuses 4 caisses
pendant le service du midi pour justement avoir un service efficace et rapide, puisqu'on est dans la restauration rapide. Donc, le but, c'est d'assurer un service rapide. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par plein de projets, plein de choses pour y arriver. Donc voilà. Alors justement, parmi les solutions qui m'apparaissent à l'esprit pour augmenter, pour pallier à ce problème de recrutement et qui a été visible ces dernières années au travers de pas mal de groupes, notamment parisiens, c'est la marque employeur. C'est justement, quand je pense notamment à Exki, je me dis que Exki a, entre guillemets, la chance d'avoir une équipe marketing dédiée, d'avoir une véritable marque créée. Et la chance que n'ont pas tous les restaurateurs, malheureusement, certains indépendants n'ont pas forcément le temps de développer une marque employeur et en même temps d'assurer le service et de s'occuper et de gérer le restaurant au quotidien. Mais pourtant, vous, chez Exki, puis même Bernard, si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez aussi, mais la valeur ajoutée de la création d'une marque employeur a vraiment pu être prouvée finalement. Ça, vous avez vraiment vu la différence, j'imagine. Alors, la marque employeur, on est en plein dedans. Très clairement, c'est un chantier chez Exki, puisqu'en fait, nous sommes de prime abord une société belge. Et donc, en Belgique, Exki est extrêmement connu, puisque c'est, entre guillemets, les pionniers de la marque du LC en Belgique. Et donc, quand on a souhaité s'implanter en France, la difficulté n'était pas du tout la même. On avait énormément de concurrence, on n'était pas les premiers. Et du coup, il a fallu se démarquer. Et c'est seulement au bout de quelques années qu'on a compris qu'il fallait qu'on crée cette fameuse marque employeur. Et en fait, c'est passé par plein de projets. Donc là, actuellement, on est sur des vidéos métiers, ou sur notre site internet, sur LinkedIn, on essaie d'avoir une vraie page dédiée, de promouvoir nos métiers de façon un peu friendly, pour montrer également aussi que la restauration, c'est pas aussi que de la rémunération, que des difficultés, ça peut aussi passer par une bonne ambiance. Et cette bonne ambiance-là, elle se retrouve dans nos restaurants. Donc on met vraiment un axe principal à créer cette bonne ambiance, ce côté familial, puisqu'on est quand même une société encore avec que 200 collaborateurs, donc on a encore ce côté familial et on ne gère pas des matricules, on gère vraiment des personnes. Donc on a mis en place un vrai process d'évolution en interne avec une académie, des formations, un peu comme l'école McDo entre guillemets. Ça passe aussi par, comme je l'ai dit, des difficultés de recrutement. Donc, si on veut être connu, il faut être présent sur des salons. Il faut aussi que ce soit en corrélation avec l'identité de l'entreprise, puisque la marque employeur, ça peut être plein de choses. Ça peut être un manque d'attractivité, ça peut être du turnover, ça peut être l'identité de l'entreprise qui n'est pas connue. Donc, nous, on travaille principalement sur l'identité et sur l'attractivité. Donc, faire vraiment connaître au mieux nos valeurs. Et on le voit dans nos recrutements, dans nos sessions collectives, les jeunes sont de plus en plus sensibles à l'écologie. Et c'est une force pour nous puisqu'on est arrivé sur Paris avec cette notion déjà d'écologie il y a plusieurs années en arrière qui ne l'était peut-être pas autant aujourd'hui. Et aujourd'hui, les jeunes, quand ils viennent chez nous, ils nous posent directement la question qu'est-ce que vous faites pour les pertes, quels sont vos fonctionnements pour les poubelles. Ils sont vraiment attachés à ce genre de choses. Et on essaie de s'en appuyer au maximum. Donc ça va se retransmettre par des workshops sur l'écologie avec des bons gestes écologiques, créer sa propre lessive, et ça on le propose à tous nos salariés en interne. Ça va être plein de petites choses comme ça qu'on va apporter en plus à nos équipes pour qu'il y ait un vrai attachement à la société et les fidéliser. Voilà. Alors, le chantier de la marque employeur dont parle Adeline est extrêmement intéressant et très important parce que les nouvelles générations de restaurateurs qu'on voit depuis 7-8 ans apparaître, que ce soit du côté bistronomique ou du côté restauration à thème avec ces HEC, Subdeco, écoles d'ingénieurs qui montent maintenant des restaurants, ont tous la particularité, c'est d'être d'excellents communicants sur leur marque, sur leur entreprise, mais pas en publicité pour venir manger chez eux. Non, ils véhiculent une philosophie, une âme, une ambiance qui fait que celui ou celle qui vient travailler chez eux est fier d'appartenir à cette marque avant tout, et à ce groupe, à cette âme. Et la fierté d'appartenir à une entreprise, et ben là, ça déclenche
plein de motivation, ça déclenche une envie de travailler et une pêche quand on est en salle ou en cuisine qui est très différente, et c'est hyper important aujourd'hui. Oui, c'est ce que Oui, en fait, il faut presque à nouveau, enfin, je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais en tout cas, c'est justement ces nouveaux, ces nouvelles personnes qui sortent d'école de commerce et qui se lancent dans la restauration remettent un peu le mot entreprise au centre de la restauration. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui comprennent, qui ont compris qu'effectivement, un restaurant, ça se gère comme une entreprise. Donc, il y a une marque à développer, il y a une communication à faire. Et ce n'est pas uniquement le métier de restaurateur. Donc, du coup, en fait, entre ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'il faut qu'il y ait en salle des commerçants, en fait, des personnes qui ont vraiment le sens du contact, plus il faut aussi qu'il y ait des personnes qui savent gérer la communication. Finalement, un restaurant, c'est une mini-entreprise, en fait. Il faut certes des personnes qui savent faire la cuisine, ça, je veux dire, c'est indispensable, mais aussi donc des personnes qui pensent vraiment business. Et donc, est-ce que l'enjeu est aussi de s'entourer donc du coup de toutes ces personnes, ou est-ce qu'il faut en fait que la personne que quelqu'un qui gère un restaurant soit un peu couteau suisse, ou comment est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, finalement, je pense qu'une des questions qui revient assez souvent chez nous, c'est aussi de dire oui, mais on entend bien qu'il faut faire ça, mais on n'a pas le temps en fait. C'est le manque de temps qui fait qu'ils ne peuvent pas créer du contenu, développer une image de marque et développer cette ambiance et cet esprit de leur restaurant. Franchement, je crois pas que ce soit un problème de temps, c'est un problème de volonté. Est-ce qu'on a envie de vendre sa marque? Est-ce qu'on a envie de promouvoir sa marque? Et en tout cas, je m'aperçois pour les clients avec qui Jira travaille et qui promouvoient leur marque, comme par hasard, ils ont un turnover qui baisse considérablement. C'est-à-dire qu'on reste dans l'entreprise beaucoup plus longtemps que s'il n'y a pas de fierté d'appartenir à une marque, à un groupe, à une chaîne, à une enseigne, peu importe. Donc, vous avez raison, ça va bien au-delà de je travaille dans ce restaurant, c'est je fais partie de la famille de cette marque et je représente cette marque et je suis fier de travailler avec cette marque. Et bien là, il y a beaucoup moins de raisons d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Donc le taux le turnover baisse considérablement et je pense à ce fameux groupe qui a été monté par des HEC où leur turnover est extrêmement faible. Il y a bien une raison. Effectivement, chez Exki, on peut voir qu'on a des valeurs fortes. Aujourd'hui, c'est important dans l'identité de l'entreprise que ces valeurs, ce soit pas que du blabla. On le voit aujourd'hui, nos principales valeurs, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, on le retransmet dans notre recrutement. C'est-à-dire que quand on reçoit un manager, on va pas lui envoyer des paillettes dans les yeux, très clairement. On va lui dire, bah voilà, aujourd'hui, notre chantier, c'est ça. Est-ce que tu en es capable du challenge? Est-ce que tu te vois travailler sur ces problématiques-là avec nous? Et on va pas l'envoyer dans un monde de bisounours où on va lui vendre plein de choses qui, au final, quand il va arriver dans le restaurant, il va dire bon, en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu, et il y a une grande déception qui est là. Et déjà là, on l'a perdu en fait, ce candidat. Donc déjà, notre valeur de l'honnêteté passe déjà par ce schéma-là. Ensuite, au niveau de l'écologie, bah, effectivement, on va jusqu'au bout des choses. En ce moment, on est en train de travailler sur les pertes, comment éviter de jeter au maximum. Donc, on a des associations, des partenariats, mais on continue encore à jeter. Donc, bah, c'est un sujet qui est important pour nos équipes. Ils se sentent vraiment concernés par ce sujet, donc on va aller jusqu'au bout des choses. Donc là, on est encore en train de pousser au maximum cette recherche. Ensuite, bah, servir le client comme j'aimerais être servi, ça c'est notre philosophie. Bah, très clairement, ça va se passer. Enfin, on va retrouver ça dans la symétrie des attentions. C'est-à-dire que nous, en tant que management, on doit leur fournir un service de qualité comme des clients à nos collaborateurs, et le collaborateur va fournir du coup ce même service aux clients. Voilà. Et donc justement, tout à l'heure, vous parliez de recrutement. Donc pour rentrer un peu plus dans le sujet, j'aimerais bien qu'on parle d'expérience candidat. Du coup, vous parliez tout à l'heure du fait que toutes les valeurs en fait principales d'Exki se reflètent dans le parcours candidat pour éviter qu'il y ait un décalage entre ce qu'on vend au candidat pendant son recrutement et ce qu'il va découvrir au moment où il arrive concrètement dans le concret. Donc, comment est-ce que vous travaillez, vous, chez Exki, l'expérience candidat, en fait? Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre toute cette période où vous cherchez à vendre, entre guillemets, le poste et Exki. Et par quelle méthode et par quels moyens, en fait, est-ce que vous arrivez à le faire? Comment est-ce que vous recrutez, en fait, tout simplement?
Donc très clairement sur les profils d'équipiers polyvalents, on touche une partie quand même jeune et dynamique. Donc on essaye de s'adapter au maximum. Donc il y a quelques années en arrière, on recrutait encore au CV, on attendait que ça tombe dans notre vivier en interne, etc. Aujourd'hui, on a vraiment un gros chantier où on prône nos vidéos métiers pour qu'ils sachent à quoi s'attendre, ce que représente vraiment le travail d'équipier polyvalent, d'équipier responsable, assistant manager, etc. Et vu qu'on essaie de toucher une population jeune, on a compris qu'il fallait qu'on se démarque autrement, donc par des vidéos métiers, par le recrutement en visio-talent. Donc c'est un peu, entre guillemets, on pose 3 questions et le futur collaborateur répond par vidéo, un peu en mode selfie. On a également développé parce qu'en fait chez Exki, on prône vraiment le savoir-être avant le savoir-faire, parce qu'on considère que le savoir-être, c'est vraiment le plus important par rapport à nos valeurs. Et le savoir-faire s'acquiert sur le terrain via nos formations, via notre accompagnement et notre expérience. Et donc ce savoir-faire-là, ce savoir-être, pardon, on va le retrouver. En fait, on fait un mini Tinder de l'emploi où on pose 3 ou 4 questions sur nos valeurs de l'entreprise. Et en fait, c'est le salarié, le futur salarié, s'il s'y retrouve, il va répondre oui ou non aux questions et ça va matcher et il pourra postuler. Voilà. Donc on essaie vraiment des solutions innovantes au maximum pour attirer le candidat. Et même pour vous, ça vous permet aussi de filtrer très très tôt en fait, du coup, les candidats. C'est ça. En fait, Même de votre côté, en fait. et comme l'a dit Bernard, effectivement, on voit pas la personne s'il est vraiment commerçant sur un CV. Et donc, pour nous, le côté vidéo, ça nous permet de rapidement déceler si la personne est à l'aise, souriante, qui a facilement du contact, que un entretien téléphonique ou un CV. Voilà. Donc, ça nous permet d'aller plus rapidement sur nos process aussi. Et après, en tant que marque employeur, on se doit de répondre et de chouchouter le futur potentiel en lui répondant rapidement pour justement le maintenir chez nous. Donc, voilà. Chez Zira, nous accompagnons depuis quelque temps des clients qui nous sollicitent justement pour qu'on les accompagne dans une nouvelle façon de recruter. Et la première chose qu'on leur dit, c'est essayons de recruter non pas par un savoir-faire, mais par rapport à un savoir-être. Alors c'est facile à dire, mais c'est très complexe à faire. Parce qu'encore une fois, ça ne se voit pas avec un entretien de 2 heures ou d'1 heure avec une personne. Alors, ce qu'on a fait, et on l'a testé chez plusieurs de nos clients et ça fonctionne, on fait venir quelqu'un à 11 heures et c'est un entretien qui dure à peine 5 minutes. On lui dit, ce qu'on propose, c'est de faire le service avec nous à midi. Puis on se voit à 14 heures et puis on en parle. Alors, il y en a certains qui me disent, ouais, mais c'est pas légal de faire travailler des gens sans contrat de travail, tout ça. Ok, toujours est-il que ça passe. Mais le seul moyen de voir si quelqu'un est à l'aise avec les clients, si quelqu'un a le sourire, si quelqu'un est aimable, bref, si quelqu'un est commerçant, c'est de le voir à l'œuvre. C'est pas le CV qui va me dire s'il est comme ça ou pas. Donc, il faut lui faire un service avec nous. Et la deuxième chose qu'on leur recommande, et on l'a déjà fait, c'est de contourner les profils de recrutement historiques. Et aujourd'hui, on fait travailler des étudiants, bon, là, il n'y a rien de nouveau, des femmes au foyer, ça c'est un peu plus nouveau, et des retraités, ça c'est encore plus nouveau, sur des contrats beaucoup plus courts que la durée légale de 24 heures. Alors on me dit oui, mais on n'a pas le droit. Si, on a le droit à condition que les 2 parties signent. Enfin, je parle sous couvert de la spécialiste, Adeline. Voilà, je pense qu'il faut modifier, 1, les techniques de recrutement, 2, les façons de travailler, les conditions de travail, et puis aussi le mode de rémunération, je pense. Il faut intéresser un peu plus les gens qui travaillent dans le restaurant. Justement, est-ce qu'il n'est pas parce que moi, je trouve effectivement que c'est une bonne idée de quel est le meilleur moyen de vérifier si quelqu'un sait être un restaurateur en le mettant en tant que restaurateur, enfin, en le testant en tant que restaurateur ou en tant que serveur ou en salle de restaurant. Mais est-ce qu'il y a assez de candidats en fait pour faire ça? Est-ce que c'est justement le retour qu'on pourrait avoir, c'est de dire oui, mais du coup nous on a un besoin qui est tellement urgent que dès qu'on a quelqu'un qui vient, on peut presque pas se payer le luxe de voir s'il est, de voir si c'est vraiment la personne idéale en matière de service client, parce qu'on a un besoin concret qui est il nous faut quelqu'un, et si on n'a pas cette personne, et ben clairement c'est une baisse de productivité qui est énorme. Donc comment enclencher le cercle vertueux qui est on augmente notre standard en matière de recrutement et on vérifie qu'une personne est vraiment faite pour ça. Du coup, il y a plus de clients, du coup la fidélisation est mieux, la personne se sent bien. Enfin, comment est-ce qu'on peut enclencher du coup ce cercle vertueux?
Donc chez Exki, on a la chance d'être une chaîne, donc on a plusieurs restaurants. Donc c'est vrai que on essaie, quand il y a un besoin urgent sur un restaurant, on passe par des plateformes d'extra, d'auto-entrepreneurs, pour combler ce manque pendant les rushs et justement nous permettre d'avoir ces fameuses 4 caisses ouvertes et moins de queue. Et pendant ce temps-là, le recrutement se fait sur un autre restaurant qui lui est bien staffé et qui a le temps de prendre en charge sa formation. Et comme ça, il le retransfère une fois que sa formation est finie dans des meilleures conditions. On essaie vraiment de les chouchouter au maximum, puisqu'on a constaté depuis plusieurs années qu'on faisait l'erreur de recruter en urgence et justement on faisait arriver le salarié dans des conditions où il connaissait pas nos process, c'était ses premiers jours et on lui demandait des choses inimaginables, enfin dans des rushs assez complexes. Typiquement, quand on arrive première journée, on connaît pas les process de l'entreprise sur un rush à Saint-Lazare, qui est un de nos plus gros restaurants. On n'est pas sûr de revenir le lendemain. Donc, on essaie vraiment le maximum de contourner et d'apporter une meilleure formation à nos équipes pour qu'ils puissent ensuite prendre leur poste de façon plus sereine. Voilà. Alors, comment faire pour faire venir? C'est une excellente question et on en revient à la philosophie, à l'âme qu'on pourrait communiquer. Mais il y a aujourd'hui des nouvelles générations qui nous ont indiqué une nouvelle façon de faire venir que je trouve absolument géniale. Ils ont réuni la crème de leur personnel en salle, autrement dit les personnes qui sont les plus commerçantes. Et ils leur ont dit à ces gens-là, si vous me ramenez quelqu'un comme vous, qui a la même banane, la même pêche, etc., vous aurez 100 € tous les mois tant que la personne restera dans l'entreprise. Quand vous dites ça à un salarié, il sait ce qu'il doit faire pour que la personne reste, pour qu'elle ait 100 € tous les mois. Elle va s'en occuper, elle va le coacher, elle va le chouchouter et croyez-moi qu'elle va bien s'en occuper pour avoir 100 € tous les mois. Et ça marche. J'ai rencontré pas plus tard que le mois dernier une fille de ce groupe qui a 8 filles. C'est-à-dire qu'elle a une entreprise dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle coach 8 filles, mais en même temps, elle a 800 € tous les mois qui tombent. Et croyez-moi qu'elle a envie que ces 800 € tombent tous les mois. Et pour ça, elle s'occupe des 8 filles. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette entreprise, ce groupe, mais il n'y a pas que qui ont fait ça, a renversé la pyramide de management. A renversé la pyramide de management. C'est-à-dire qu'on s'auto-gère, on gère nos petites équipes. C'est aussi faire confiance aux équipes pour recruter. C'est plus confier uniquement le recrutement aux ressources humaines, justement. C'est aussi faire confiance aux équipementiers et aux personnes en salle pour trouver les personnes qui vont être aussi bien en salle. Faisons confiance aux bons éléments qu'on a déjà dans l'entreprise pour aller chercher des gens comme eux qui correspondront à la stratégie et à la philosophie de notre entreprise. Bien sûr que oui. C'est une voie extrêmement astucieuse. Parce que si je avoir une idée du groupe auquel vous pensez, mais du coup, c'est un groupe qui a, donc, comme vous disiez tout à l'heure, un esprit très familial, un esprit vraiment de groupe et de cohésion qui est extrêmement, mais qui du coup correspond aussi à une certaine marque employeur. C'est un certain état d'esprit qui est vraiment l'état d'esprit familial, au même titre, comme vous disiez tout à l'heure, de l'honnêteté, le côté écologie. C'est une valeur, le côté vraiment cohésion, le côté ok, on est vraiment tous ensemble, et du coup, en tant que membre de la famille, chaque personne peut inviter une autre personne à faire partie de cette famille. Donc c'est aussi une question culturelle aussi. Mais d'un point de vue économique, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ces gens-là m'ont fait la démonstration de la rentabilité, m'expliquant que le turnover, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune le turnover. Donc ils l'ont chiffré de ce que valait le turnover. Le turnover, c'est quoi? C'est quelqu'un que j'ai recruté, j'ai formé et qui ne reste pas. Il va falloir que je re-recrute, etc. Ça coûte une fortune. Et ils se sont dit, ce coût-là, eh bien, je vais le réintégrer dans une action qui va diminuer le turnover. Et donc, c'est très, très bien joué. Alors, certains restaurateurs me disent 100 € tous les mois, c'est trop, ou 50 € tous les mois, c'est trop. Je suis pas sûr, parce que s'ils faisaient le calcul de ce que vaut le turnover dans l'entreprise, en termes de manque à gagner chiffre d'affaires client, on en a parlé tout à l'heure, en termes de temps que je vais passer à former, à faire rester quelqu'un, mais c'est affolant. C'est très complexe. C'est très complexe. Parfait. Alors justement, puisqu'on parle de turnover, parlons maintenant fidélisation. Du coup, maintenant, une fois que les candidats sont recrutés, comment est-ce qu'on fait pour les garder? Comment est-ce qu'on fait pour diminuer ce turnover? Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup chez Exki pour ça? Alors, chez Exki, on a des enquêtes du personnel où on va dire 2 fois par an,
on fait une enquête de bien-être, de qualité au travail. Et donc, c'est vraiment libre cours aux salariés de répondre et de façon anonyme. Et nous, derrière, on va déclencher des plans d'action. Donc, typiquement, là, cet été, le plan d'action, on était très bon sur l'ambiance au travail et on avait des problématiques plus sur la rémunération, le manque de challenge et sur une communication interne qui n'était pas assez fluide. Donc, du coup, on est en plein chantier sur la rémunération. On est en train de proposer des mini-challenges sur des produits, des best produits, par exemple. On va proposer des challenges sur le chiffre d'affaires, sur nos audits de qualité, justement pour améliorer et essayer justement de retrouver cette cohésion de travail dans un restaurant, un peu ce travail de fourmi où tout le monde travaille ensemble pour le même objectif. Donc ça va être sous forme de prime, justement pour les rémunérer. On a mis aussi en place la prime de cooptation. Voilà, ça passe vraiment par plein de choses. Après, en termes de fidélisation, ça va être sur nos valeurs. On va vraiment essayer de prôner nos valeurs au maximum et les ancrer dans chacun. Donc par des workshops, par plein de choses. Je vais voir si ça me revient après, mais Bah, pour fidéliser, on l'a dit, je pense qu'il faut aussi donner des perspectives d'évolution à la personne. Je veux dire, si la personne est statique dans son poste et qu'elle n'a aucune possibilité de grimper, d'évoluer, etc., ça va être vite terminé, en tout cas pour elle dans sa tête, c'est-à-dire à voir ce qui se passe ailleurs. Mais je pense surtout que les restaurateurs, et on entraîne beaucoup de clients à faire ça, devraient de plus en plus impliquer leurs équipes dans les réflexions quotidiennes ou mensuelles qu'on a au propos du restaurant. Et je donne un exemple concret. On refait la carte. Moi, je pense qu'il faut impliquer les équipes. On se fait une réunion de brainstorming en disant voilà, la carte, on va la modifier. Vous en pensez quoi? Surtout que c'est eux qui vendent tous les jours. Ils savent ce qui se vend, ce qui se vend pas, les réactions des clients, etc. Mais ça peut être aussi sur l'organisation d'une semaine ou d'une soirée à thème. Est-ce qu'on peut pas la construire ensemble? Est-ce qu'on peut pas réfléchir de quelle manière on le fait? Et puis aussi, peut-être de les faire réfléchir en même temps que nous sur la stratégie de l'entreprise, sur des choses. Là, ils vont commencer à se sentir reconnus et ils vont être intéressés à la communauté dans laquelle ils sont rentrés, la famille dans laquelle ils sont rentrés. Alors que si on les laisse toujours dehors en disant c'est moi qui décide et vous n'avez pas la parole, ça me paraît compliqué. Et alors, moi, je suis partisan de leur donner la parole sur tout ce qui est opérationnel, la carte, les produits, les prix, parce qu'eux, ils en savent sûrement plus des fois que le restaurateur lui-même. effectivement, on a aussi également un gros chantier chez Exki où on a justement demandé à tous nos opérationnels de remonter leurs irritants quotidiens dans le restaurant. Et derrière, on va justement déployer un plan d'action en y répondant, alors soit avec des délais plus courts pour certaines choses qui peuvent être résolues, d'autres plus longues, en leur expliquant pourquoi, en leur donnant du sens. On a aussi tout un process d'évolution en interne avec l'académie, où on propose tout un tas de formations qui sont même d'ailleurs obligatoires dans un parcours d'évolution quand on détecte un talent en interne. Et ça reste toujours l'opérationnel qui fait le bilan, qui avec bien sûr les RH, mais l'opérationnel est toujours présent. Tous nos changements de gamme, on fait goûter le salarié. On fait des dégustations également aux clients via le salarié et même le support team est présent lors de ces nouvelles gammes dans les restaurants pour justement vendre et faire goûter le client. Donc c'est vraiment ce côté attachement à la société et qu'il y ait vraiment une vraie famille entre le support et l'opérationnel et pas uniquement un discours décalé entre ce que les bureaux pensent et l'opérationnel sur le terrain, réellement ce qu'ils vivent. Donc voilà. Et est-ce que justement, Dans la restauration, je pense notamment tout à l'heure quand vous disiez que vous faites souvent appel à des extras pour combler l'éventuel manque qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il est vraiment important d'offrir la même expérience fidélisation à des personnes qui sont là en CDI ou en CDD et des extras où on sait qu'ils sont pas là pendant très longtemps ou leur temps dans la boîte est vraiment très temporaire et donc du coup, est-ce que c'est important d'investir autant pour tous les salariés ou est-ce qu'on fait quelque chose à deux échelles, un management à deux échelles en fait, en quelque sorte? Alors, chez Exki, la volonté, c'est de passer par des auto-entrepreneurs et des extras. C'était vraiment de créer une vraie brigade. Donc, on a 10 personnes sur l'année qui sont les mêmes et on les paye pour une mission pendant 2 jours où on les forme.
à nos process, à notre système de caisse, à nos gammes de produits pour qu'ils sachent répondre correctement aux clients. Donc, on les paye comme une mission, ces 2 jours, et on les forme. Et derrière, on sait que on crée aussi un lien puisqu'on les a formés à nos process et on leur fait même une journée d'intégration comme n'importe quel salarié lambda où on explique vraiment toutes les valeurs de l'entreprise. On leur fait le même jeu de société en interne sur l'écologie, etc. Donc, ils ont vraiment le même process d'entrée qu'un salarié. Et derrière, on sait qu'ils sont là pour l'année, pour nous dépanner. Donc, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'un extra, un auto-entrepreneur à un temps partiel, il faut l'accueillir, le faire travailler, le fidéliser de la même manière parce que il faut espérer que cet extra, cet auto-entrepreneur ou ce temps partiel devienne un jour un temps complet. Parce que ça peut lui donner aussi envie de devenir un temps complet et rentrer complètement dans l'équipe. Donc, je crois que tous les salariés, quel que soit leur nombre d'heures, quel que soit leur statut, etc., doivent être considérés de la même manière. Et donc, alors, qu'est-ce que vous avez pu voir d'autre, vous, Bernard, dans tous les restaurants que vous avez pu voir, donc au-delà de ce groupe du coup qui a mis en place une cooptation et qui a renversé la pyramide de recrutement. Enfin, ça, c'était plus pour la partie recrutement. Qu'est-ce qui se passe du coup pour la partie vraiment fidélisation? Quelles sont vraiment les best practices que vous avez pu voir en tant que consultant, si je peux dire? Je ne sais pas si c'est vraiment de la fidélisation, mais on voit de plus en plus de nos clients qui remettent des techniques qui se faisaient il y a un certain nombre d'années et qui se font plus. Je pense au briefing avant le service. C'est quelque chose qui paraît comme ça anodin. Et il y a des restaurateurs qui me disent à quoi ça sert un briefing? À quoi ça sert un briefing? D'abord, c'est un sentiment d'appartenance. On est un groupe, on est une équipe. On va pas tarder à attaquer le service. Et ça serait bien qu'on se dise des choses. Les produits qu'on a aujourd'hui à la carte, le plat du jour, la soupe du jour, enfin, on va avoir plein de trucs. Et puis, il y a machin ou truc qui est malade aujourd'hui, donc il va falloir qu'on le remplace, il va falloir qu'on... Bref, l'organisation de notre service. Et puis, après le briefing, il y a un débriefing. Et ça, c'est très important. Le débriefing, ça se fait quasiment plus dans un resto, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais un débriefing, c'est quoi? C'est alors, comment s'est passé ce service? Et on en parle. C'est pas une réunion qui dure 2 heures, c'est une réunion qui se passe debout en 6 minutes. Débriefing. Qu'est-ce qui s'est passé? La cuisine parle, les producteurs parlent, la salle parle, le manager parle, et puis on s'est dit des choses. Et ça, quelque part, quand on sort d'un débriefing, on se dit waouh, on m'écoute quoi. On me pose des questions, c'est bien. C'est marrant parce que en fait, au travers de tout ce que vous me dites, vraiment, enfin, je l'ai déjà dit au début, mais j'ai vraiment envie de le redire parce que c'est quelque chose qui me paraît, qui aujourd'hui saute encore plus aux yeux avec la fidélisation. Mais un restaurant est plus que jamais une entreprise. Vraiment, c'est sur les méthodes de recrutement, sur les façons de lui donner envie de rester, diminuer le turnover. Enfin, toutes ces problématiques-là, ce sont des problématiques qu'on entend tous les jours, même dans le monde des entreprises, au niveau bureau, au niveau bureautique en fait, si je peux dire. Donc mais ça me paraît encore une fois peut-être un peu plus facile pour des restaurants qui sont des chaînes, qui sont des groupes, qui ont une marque qui est déjà très forte par rapport à un restaurateur qui se lance ou qui est un indépendant, qui a une marque peut-être un petit peu moins forte. Donc, est-ce que la priorité pour lui, c'est vraiment de s'entourer en fait de ces personnes comme dans une entreprise finalement pour qu'ils puissent recruter quelqu'un pour s'occuper non pas forcément de l'opérationnel, mais aussi de la partie communication et de la partie marque employeur? Ou est-ce que comment est-ce qu'il peut faire en fait finalement? C'est difficile, on l'a dit, il y a plein de techniques, mais moi je dis toujours à un chef d'entreprise qui a un restaurant ou un groupe de restaurants, il faudrait qu'on se pose la question si on a fait ce qu'il fallait pour que un de nos employés, quand il se lève le matin, ait envie d'aller bosser. Parce que c'est ça le truc. Si je me lève le matin et que j'y vais à reculons, c'est pas bon, hein. Parce qu'un jour, je vais plus y aller du tout. Donc, est-ce que je suis content de venir bosser ce matin? Et je pense que les entreprises qui n'ont pas beaucoup de turnover, je pense que leurs équipes pensent ça. Je suis content d'aller bosser. Je suis pas non plus ému d'aller travailler. Je dis pas ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais ouais, que j'y aille pas à reculons et que je suis content de faire le service à midi avec tous mes potes, tous mes copains, parce que c'est un peu ça. C'est aussi les potes et les copains beaucoup plus que des collègues de travail.
On est une bande, ouais, on va assurer le service. Wow. Et puis on le voit pendant le service quand il y a cette notion de bande, de copains, etc. Il y a une ambiance dans l'équipe, il se passe quelque chose, ils se parlent. On le voit dans la restauration rapide beaucoup parce qu'ils sont tous front, il n'y a personne back, donc ou pratiquement personne. Et on sent quand il se passe quelque chose dans l'équipe, mais on sent aussi quand il se passe des tensions dans l'équipe. Et là, c'est pas très très bon. Parce que le client, il perçoit ça, hein, il le ressent. Quand on rentre dans un établissement de restauration, qu'il soit rapide ou restauration avec service à table, on sent dans le contact humain qu'on va avoir avec les gens là, si c'est tendu, si c'est super bienveillant, si c'est rigolo, on sent tout de suite. Et ça peut faire aussi, là on n'en a pas beaucoup parlé du client aujourd'hui, qu'il se fidélise ou pas à cet établissement. Il n'y a pas que l'assiette, il n'y a pas que le produit, il y a le contact humain. Évidemment, on est un métier de service. Chez Exki, justement, Comment est-ce que vous assurez cette espèce de synergie dont parle Bernard, vraiment ce côté, voilà, bon, bah, tous les employés sont vraiment, se mettent ensemble pour créer une atmosphère et créer une ambiance, c'est quelque chose de vraiment, et presque un peu des étendards, en fait, de la culture d'Exki. Alors déjà, on laisse le recrutement de l'équipe au directeur de restaurant. C'est lui qui crée sa propre équipe. C'est important que ce soit la sienne et que ce soit pas les RH qui interviennent dans ce recrutement-là. Nous, on lui propose des solutions. Parce que c'est lui qui va la construire, cette équipe, et justement qui va après être sur le terrain pour vendre un service aux clients. Ensuite, ça passe par des formations. Ça passe également par comme je l'ai dit tout à l'heure, par la symétrie des attentions. C'est-à-dire que si le manager, si nous, en tant que support, on a une qualité de relation avec le manager qui est bonne, si on lui rend service, si on est là pour lui, pour le chouchouter, il chouchoutera forcément ses équipes. C'est un peu du mimétisme aussi également. Et tout passe par là, en fait. Si le manager commence sa journée par une mauvaise nouvelle, par le siège qui lui tombe dessus parce que il n'a pas fait ça en temps et en heure, etc. Forcément, ça va se ressentir sur le terrain et aussi sur ses équipes. Donc, on est vraiment dans l'entraide, ce côté familial. Alors, effectivement, des fois, il y a des bourdes, il y a des choses qui doivent être dites, mais on est toujours dans l'accompagnement, le coaching pour les aider. On sait que les périodes de rush, c'est compliqué. Nous-mêmes, au support, on va les aider en période de rush pour également aussi comprendre leur situation et améliorer leur situation. Et c'est aussi ça qui crée une appartenance et une envie d'aller travailler. Et je pense que ça se ressent du coup sur le service. Voilà. Typiquement, au restaurant à Saint-Lazare, chez Exki, ils proposent vraiment un vrai service. Donc Didier, qui est notre manager, il a vraiment ce sens du service poussé. Il chouchoute ses équipes. Il a une alternance avec lui sur le poste d'assistant manager. Et il la chouchoute, il la suit dans ses cours, il la motive. Allez, on va se poser 1 heure pour ton rapport de stage, je vais t'aider. Et en fait, tout ça, bah, forcément, l'apprenti on se sent à l'aise, se sent valorisé, et de ce fait, fait un meilleur service également. Est-ce qu'il faut former, du coup, des responsables de magasins et des directeurs au métier de manager, justement? Oui, bien sûr, on a des formations justement sur ce sujet. C'est du management, hein. Le management, c'est pas forcément inné pour tous. Donc il faut les accompagner pour que justement ce soit le plus facile pour eux dans leurs équipes. Donc aujourd'hui, à l'académie, on propose ce coaching et ces formations-là pour les aider. Après, chez Didier, c'est inné par contre. Voilà, c'est très. C'est ça. Ce qui est le plus compliqué, et c'est ce que Adeline vient de dire, c'est que un manager, le plus compliqué pour lui, c'est pas d'être un technicien de la restauration, d'être un bon gestionnaire, etc. Le plus compliqué, c'est de trouver quelqu'un qui est un bon manager des hommes dans l'entreprise, enfin des hommes et des femmes, hein. Parce que c'est à partir de là où beaucoup de choses peuvent se déclencher, de bien ou de mal dans l'entreprise. Et on a vu des restaurants redécoller en changeant uniquement le manager. Il y a un Américain qui m'a dit il y a quelques années quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit on a les employés qu'on mérite. Il a raison.
Les employés sont à l'image de leur patron. Je veux dire, leur patron n'a pas un bon management, ne les implique pas, ne les reconnaît pas, etc. Eh ben, il ne faudra pas s'étonner qu'on ait le retour de bâton. En revanche, j'ai un management participatif, je suis à l'écoute, etc. Ben, il ne faudra pas s'étonner aussi qu'on ait un taux de turnover qui descende et que les gens aient un sentiment d'appartenance. Donc, je pense que c'est aussi le manager qui doit avoir un profil très particulier et qui va entraîner tout ce qu'on a dit précédemment, évidemment. Oui, bah, effectivement, en fait, ça passe par la motivation de l'équipe. Donc, c'est le manager qui va donner du sens aux tâches et c'est lui qui va également donner du sens au service. C'est-à-dire que, bah, effectivement, le briefing, c'est quelque chose d'important puisqu'on va briefer en disant, bah voilà, là, notre objectif, c'est ça. Et le débriefing, justement, c'est aussi de la motivation. C'est-à-dire que derrière, on débrief, on dit, bon, bah, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, on est qu'à 100 € près, mais c'est pas fini, la journée n'est pas finie, on peut y arriver. C'est vraiment un leader du terrain. Et c'est lui qui va justement entraîner les équipes et réussir à les motiver et à donner du sens et justement les valoriser et les fidéliser derrière. Merci beaucoup. Alors du coup, je viens de voir qu'on a reçu 1 tonne de questions, donc c'est très positif. Ça y est, c'est le moment que vous attendez, on va enfin pouvoir y répondre. Donc alors, je vais les poser, je vais les poser une par une, hein, ça va être clairement... Alors, je vais essayer de retrouver toutes ces questions. Hop. Alors, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Il faut que je remonte en haut de la liste. Première question, est-ce que les restaurateurs et les hôteliers seraient prêts à recruter du personnel dans des pays comme la Pologne, la Roumanie, l'Italie du Sud, le Portugal, à sortir en fait des frontières? Alors, je pense que oui, très franchement oui. Et en plus, l'année dernière, l'UMI, qui est le syndicat le plus puissant dans ce secteur-là, a proposé au gouvernement de recruter des migrants. Et il y a eu un refus catégorique du gouvernement. C'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de migrants, et j'en ai rencontré pas mal, qui ont des niveaux de formation et des têtes extrêmement bien faites qui pourraient travailler dans la restauration. Il y a eu un refus, c'est dommage. Donc oui, quand je disais tout à l'heure contourner les recrutements et chercher des femmes au foyer des retraités, oui, des migrants, oui, des étrangers, etc. Et il y en a aujourd'hui qui ont envie de bosser dans la restauration. Alors il faut qu'on ait le droit d'embaucher ces gens-là, qui n'ont peut-être pas de carte de séjour, qui n'ont peut-être pas et ça peut poser des problèmes. Je sais aujourd'hui, ça peut poser des problèmes. Mais il y a des gens très très bien à l'international qui seraient très très bien comme commerçants. Chez Exki, effectivement, c'est une vraie volonté. On a vraiment des équipes qui sont mixtes et c'est ce qui fait vraiment notre valeur et notre sens du service, puisque un Français va travailler avec, je sais pas moi, d'autres cultures, et c'est ce qui fait vraiment la richesse de l'ambiance du travail qui se ressent auprès du client. On va vraiment avoir un vrai partage. Et pour la petite anecdote, on fait également des petites soirées où chacun apporte ses spécialités de son pays. Donc voilà, c'est aussi une manière de se rassembler et de justement de partager nos différences et de façon positive. Donc voilà. Alors, question suivante. Alors, ce qui n'est pas vraiment une question d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la nouvelle législation sur les contrats d'extra. Comment faire dans nos métiers? En fonction de la nouvelle législation sur les contrats d'extra, j'imagine. Je ne suis pas spécialiste des contrats d'extra, je pense qu'Adeline répondra, mais tout à l'heure je disais que la durée minimum est bien de 24 heures, hein, c'est bien ça, Adeline, on ne peut pas descendre en dessous. On peut descendre en dessous à condition que les deux parties signent. Et moi, j'ai un maximum de clients à qui on a fait faire ça, des contrats de 12 heures, des contrats de 15 heures, des contrats là, avec des retraités, avec des femmes au foyer ou avec des étudiants. Les deux parties doivent signer. Et je trouve que c'est une bonne façon de faire entrer des gens dans l'entreprise parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler que 12 heures par semaine parce qu'ils ont une autre activité, parce qu'ils n'ont pas envie. On a eu des recrutements avec des femmes au foyer ou avec des retraités qui nous ont dit, moi je veux travailler que le midi, pas le soir parce que je veux être avec mon mari, je veux travailler que le midi parce qu'à 16h30 il faut que je sois à l'école. Ok, dis-moi comment tu veux bosser, c'est moi qui m'adapte. Et quand on fait le total des heures sur lesquelles elle veut bosser qui sont pas énormes, on arrive à des contrats de 13 heures.
Donc, allons-y sur ces contrats de 13 heures. Si on n'accède pas à cette demande, la personne ne rentrera pas dans l'entreprise et on n'aura personne pour rentrer dans l'entreprise. Donc, il faut bien qu'on sorte de là. Il faut aujourd'hui qu'on aille en dessous de ce contrat de 24 heures. Je le dis bien d'un point de vue légal, à condition que les deux parties soient d'accord. Effectivement, restauration rapide, l'extra, c'est beaucoup plus compliqué. Pour être à la fois, pour avoir travaillé à la fois dans l'hôtellerie, restauration tradie et la restauration rapide, dans l'hôtellerie, c'est beaucoup plus facile puisqu'on a souvent des événements, des séminaires via des entreprises, donc on peut avoir recours pour motif d'extra. Dans la restauration rapide, on est beaucoup plus impacté. C'est énormément compliqué et c'est pour ça que nous, Exki a choisi de passer par une plateforme qui nous permet d'avoir des auto-entrepreneurs qui viennent combler nos manques sur les périodes de rush, vraiment les moments importants, plutôt que de l'intérim ou autre, puisque l'intérim, ça va être des personnes qui vont changer et c'est un coût quand même qui est bien plus élevé aussi. Donc, par rapport à la restauration, la marge est quand même assez faible, donc on ne peut pas se le permettre forcément. Donc, on a trouvé cette solution-là et justement, cette plateforme-là nous apporte une brigade fixe qu'on choisit, nous, qu'on rencontre en entretien et qu'on les forme. Donc, c'est juste génial. Alors, une question, bonjour. Quels conseils pouvez-vous donner pour promouvoir une marque étant une start-up et n'ayant pas nécessairement le budget de communication qu'une PME pourrait avoir? Alors c'est ça le problème, effectivement. Il y a beaucoup qui pensent que pour faire du buzz, pour se faire connaître, pour avoir une notoriété, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Aujourd'hui, non. Avec Internet, avec les réseaux sociaux, bien sûr que non. Il faut par contre être d'excellents communicants. Et il faut savoir par où passer, par quel chemin, quoi dire, comment s'exprimer sur les réseaux sociaux pour faire du buzz, pour qu'on parle de nous, pour que les gens viennent, etc. Et après, on me dit, oui, mais ça prend du temps. Non, ça prend pas du temps. C'est tout simplement être très astucieux dans nos posts, dans nos façons de parler sur les réseaux sociaux. Non, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui savent pas le faire. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, effectivement. Et aujourd'hui, il y a des formations pour être sur les réseaux sociaux de manière pertinente. Effectivement, nous, on s'est fait accompagner au niveau marketing, malgré qu'on ait une équipe. On s'est fait accompagner d'agences de communication pour justement nous aider à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on utilisait les réseaux sociaux uniquement pour nos clients et pas encore sur le côté interne. Et donc, on s'est fait accompagner justement comment bien communiquer sur Instagram. Il faut que ce soit des messages pertinents, de courte durée, pour pas justement lasser le fait qu'il appuie pour passer complètement la vidéo et on n'a pas accroché. Après, nous, très clairement, on se sert également aussi de nos clients, qui peut être aussi nos futurs potentiels, parce qu'on donne envie via nos restaurants de travailler. Ça peut être la nièce d'un client, le fils d'une maman qui vient consommer tous les jours Exki, ça peut être plein de choses. Et effectivement, moi, mon recrutement de ma chargée RH, aujourd'hui, qui est arrivé il y a 2 mois, elle a postulé chez Exki parce que c'était une habituée à manger chez Exki et qu'elle aimait beaucoup le concept et le côté cocooning, des restaurants, l'ambiance. Et c'est comme ça que je l'ai recrutée. Donc c'est aussi notre propre communication, notre propre service qui permet de faire notre publicité autrement. Alors, une question sur un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est un métier, donc le métier restaurateur, j'imagine, où l'assiduité est stratégique. Donc, comment lutter contre l'absentéisme? Et peut-on se séparer de quelqu'un qui est très souvent absent et qui désorganise les équipes? Donc, le sujet de l'absentéisme, oui. Effectivement, on peut se séparer de quelqu'un qui est très absent et qui manque d'assiduité. Aujourd'hui, il faut se poser la bonne question. Pourquoi cette personne, justement, s'absente de notre restaurant? C'est peut-être un manque de motivation, c'est peut-être le côté management qui n'est peut-être pas bon. Il y a peut-être un effet de démotivation parce qu'il s'attendait peut-être à quelque chose qui lui a été vendu et au final, il se rend compte que ça ne correspond pas à ses valeurs, à son éthique. Ça va être plein de choses et il faut vraiment justement se poser la question de pourquoi cette personne ne vient plus et n'a plus cette envie avant de faire quoi que ce soit.
Après, c'était quoi? C'était, je sais plus. Non, c'est ça, c'était Bah, l'absentéisme, une personne comme ça, oui. bah, ça va être la motivation du manager, hein, très clairement. Si le salarié n'a pas envie de venir travailler un matin, c'est qu'il y a une raison. Donc, tant qu'on n'a pas la raison, Et analyser la situation. c'est ça. Ouais, je rajouterais les absences fréquentes, les arrêts maladie à répétition, les retards répétitifs le matin, etc., etc. Il faut que le manager en cherche la cause. Il y a une cause. C'est pas possible que quelqu'un ait autant d'arrêts, autant de retards, etc. Alors une fois on dit je me suis pas réveillé, une fois on dit il y a la grève de transport, une fois on dit je suis pas bien, etc. Mais ça peut pas être. Et il y a des entreprises où j'ai vu effectivement c'est assez récurrent. Et je dis au manager il faut que tu te poses la question pourquoi. Il y a une raison. Et je pense que la raison qu'il va trouver c'est la motivation. Le manque de motivation à venir bosser le matin, quoi. Je suis pas j'y vais un peu à reculons. Et puis à force d'aller à reculons, on arrive en retard ou on se met en maladie. Effectivement, pour un exemple vraiment concret, je vais reprendre l'exemple de Didier à Saint-Lazare. Pendant cette période de grève qui était éprouvante pour nos salariés et très fatigante, c'est un des seuls restaurants où toutes ses équipes étaient là à l'heure tout le temps. Voilà. Donc, je pense que ça vient aussi du management et de la motivation qui crée et à donner ce sens au travail à un équipier qui, au final, fait des tâches qui sont plutôt répétitives. Et lui, il réussit à donner du sens, à les challenger. Et c'est ce qui fait que ils sont là à 8 heures malgré qu'il y ait la grève des transports depuis 3 semaines. Donc voilà. Alors ça, c'est une question qui, je pense, plus pour vous, Adine. Quel est votre moyen de communication pour parler à tous les employés? Donc, pour 200 employés, leur dire comment faire leur lessive, ce dont vous parliez tout à l'heure. Une vidéo, un workshop, une formation de manager, ça on en a parlé. Alors très clairement, nos moyens de communication vont être déjà le mail. Ça va être également nos district managers, enfin nous on appelle ça des RA, qui gèrent plusieurs restaurants. C'est vraiment la redescente d'informations et c'est aussi d'impliquer le manager. Effectivement, un workshop pour créer sa propre lessive n'intéresse pas forcément tout le monde dans nos restaurants. Mais c'est aussi au manager de redescendre l'information aux personnes qui ont envie de participer à cette formation ou des personnes qui s'identifient parce qu'ils les connaissent. Enfin, ils mangent tous ensemble à 11 heures avant le rush, ils parlent un peu perso, ils savent que un tel salarié est plus sensible à l'écologie qu'un autre, etc. Et donc, forcément, on va aller lui proposer à lui personnellement. Tout comme les changements de restaurant, les évolutions, quand on les communique, on va vers le salarié d'abord en lui disant on a pensé à toi parce que tu es un talent. On a remarqué que tu as fait augmenter ton chiffre d'affaires, on a remarqué que plein de choses. On te propose de prendre le challenge de Montparnasse, par exemple. Voilà. Et ça va être de l'accompagner là-dedans. Après, en termes de communication, on passe par Snapshift, par le téléphone, par la présence terrain. Enfin, on passe souvent faire du coaching auprès des managers, que ce soit sur le RH, la prévention, la qualité, le marketing. On est souvent présent en vadrouille dans les restaurants, donc la plupart nous connaissent tous. Et c'est comme ça aussi qu'on véhicule au mieux les informations que par mail et par affichage. On le fait quand même en plus, mais on essaie vraiment d'être présent au maximum sur le terrain pour leur passer les messages, pour vraiment donner du sens à ces messages. Voilà. Alors justement, pour rester sur cette question ski, combien de personnes au service RH et marketing pour la mise en œuvre de toutes les actions dont on parlait tout à l'heure? C'est pour 200 salariés et combien de restaurants 17 intégrés. Alors, on est depuis peu 3 personnes au RH. Au marketing, alors le marketing n'est pas en France, il est en Belgique, mais on fait énormément de déplacements. Et on a recruté récemment un directeur marketing qui lui sera vraiment basé en France pour justement nous appuyer au mieux. L'équipe marketing, je pense qu'ils sont à peu près une bonne dizaine. Voilà. Ouais. Et on gère aussi également, donc pas que Paris uniquement, on gère également Lyon et la cuisine centrale de Carpentras dans le sud. Alors, deux dernières questions parce qu'on est déjà à 1 heure de webinaire. On passe très vite. Quelles sont les bonnes pratiques en matière en termes d'onboarding? Onboarding pur, au moment vraiment de salarié démarre.
Alors, au niveau du salarié, nous, une fois il est recruté, le manager fait une demande sur le SIRH et nous, on gère le contrat, on gère tout derrière. Et c'est le manager qui fait signer le contrat le premier jour dans son restaurant, parce que c'est vraiment important que ce soit le manager qui le fasse. Nous, on s'occupe de tout le reste des documents, de mutuelles, etc. Le salarié, la première journée qu'il fait chez nous, c'est une journée d'intégration. C'est-à-dire qu'il est avec tous les nouveaux qui rentrent. C'est la première journée où on leur explique l'ADN de l'entreprise, nos valeurs, comment ça fonctionne, nos process, mais vraiment de tout, hein, que ça passe par les pertes, par les poubelles, par nos process de nettoyage. Vraiment, ils ont toutes les informations, donc c'est une très grosse journée pour eux. On termine sur un petit jeu un peu ludique sur l'écologie et sur Exki. Et ensuite, ils vont en restaurant le lendemain, signer leur contrat et faire toutes les démarches. Voilà l'onboarding chez nous, comment ça se passe. Les assistants et les managers qui rentrent chez nous connaissent leur plan de formation. C'est-à-dire que chez nous, quand on recrute un manager, il passe par 3 semaines de formation équipier, 4 semaines de formation assistant et ensuite 3 semaines de formation manager et 1 semaine en Belgique pour prendre l'ADN de l'entreprise. Et donc tout ça, avant son arrivée, il le connaît. Il sait dans quel restaurant il va, à quel moment, à quelle date, etc. Tout est prévu pour lui, les réservations de billets, d'hôtelis, etc. Il a vraiment rien à s'occuper, il a juste à se laisser guider. Et il a vraiment tout le détail de ce qu'il va apprendre pendant ces plusieurs semaines. Sur quoi il va devoir travailler avec le tuteur en question. Voilà. Et dernière question, je suis désolé, malheureusement, il va falloir qu'on rende l'antenne, si je peux dire, parce que vous avez il y a encore quelques questions, mais ça qu'il y en a certaines auxquelles on a répondu en cours de discussion. Ça, c'est une question, je pense, qui est plus pour vous, Bernard. Quel type de questions peut-on poser pour savoir si la personne est commerçante? Les 3 questions dont vous avez parlé plus tôt. Ma réponse est claire, aucune. C'est pour ça que je pense que le pré-entretien, avant de passer le service tous ensemble, doit durer que 5 minutes. Parce que on peut pas, via des questions, déceler si la personne va être souriante, commerçante, aimable, va chouchouter ses clients et va éprouver du plaisir à faire plaisir. C'est impossible, impossible. Même si on fait intervenir des psys pendant des entretiens. Donc il faut voir les gens à l'œuvre. Donc pas de questions. On va travailler ensemble et on se voit à 14h. Vraiment parce que c'est vous, on vous accorde une dernière question. Vraiment parce que là, c'est vraiment, en fait, je vois toutes les questions qui sont posées. Bon, il y en a certaines qui ont été rassemblées, mais quand même. Peut-on donner une estimation, pardon, du coût de recrutement? Et donc une idée de l'investissement nécessaire pour fidéliser son personnel? Même si après, j'imagine que ça dépend d'un établissement à un autre, mais vous connaissez le sujet mieux que moi. Déjà le coût, ça va être le coût passé au RH à trouver dans des plateformes, des viviers, des solutions, pour qu'on ait des CV à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc ça va être un coût déjà en taux horaire du RH. Ensuite, ça va être un coût du manager qui lui va passer du temps à filtrer les CV également. De son côté, on a également le coût de la formation qui peut être très élevé. Et très clairement, si la personne, à la fin de son processus, qui prend son restaurant, son premier restaurant chez nous à la fin de sa formation, et qui dit finalement, je jette l'éponge, c'est trop compliqué, je m'en vais, ou pour tout un tas d'autres sujets divers, c'est un échec pour nous. On a passé quand même plus de 2 mois à la former, que ce soit sur un taux horaire équipier, que ce soit sur un taux horaire assistant ou manager, et toute l'énergie qui a été mise également, qui ne se chiffre pas du tout. Donc pour nous, c'est un échec. C'est vraiment essayer d'accompagner au mieux, d'être sûr de la personne qu'on recrute, qu'elle ait ce sens du service, qu'elle soit capable de gérer humainement à notre manière, à nos valeurs de l'entreprise. Et ça, malheureusement, parfois on essuie des échecs, et en termes de chiffres, je pense que c'est énorme. Je pense que ça coûte un salaire complet d'un cadre. Toute dernière question, vraiment, je sais que j'ai l'impression que j'ai du mal à rendre l'antenne, mais parce que c'est une question qui moi-même à titre personnel m'intéresse, et puis aussi même au nom de Snapshift. Est-ce que les outils digitaux que vous utilisez du coup au quotidien, ils vous aident du coup aussi à gérer en fait ces ressources humaines et donc à créer de la fidélisation?
Bien sûr, très clairement, avant, quand je suis arrivée chez Exki, les managers faisaient des plannings sur Excel. Donc, c'était censé être remodifié. Penser qu'un tel lui a dit qu'il était absent, à les remodifier, réimprimer, réafficher. Il faisait ses payes en fonction de ses plannings Excel. Donc, il devait tout recalculer lui-même, etc. Et le fait d'avoir mis en place Snapshift, par exemple, on a gagné 4 heures de leur temps. Et c'est 4 heures qui sont sur le terrain et pas dans le bureau. Et les salariés, quand on a fait les premiers tests de Snapshift, ils étaient super contents parce que c'est des jeunes équipes. Donc, ils étaient sur leur téléphone à pointer, à faire leur demande de congé en ligne, etc. Donc, nous, ça nous supprime également du papier, ça supprime du temps dans les bureaux qui n'est pas du temps avec le client. Les salariés, quand on leur a dit bon, le test est fini, on va signer, mais pour l'instant, c'est pas encore fait, ils étaient vraiment tous déçus, quoi. C'était une grande déception de l'équipe. Ah non, mais on peut plus pointer sur l'application. Il y a le fait aussi de chatter en ligne avec l'équipe entière ou seulement une personne. Donc c'est vrai que c'est des choses qui leur parlent. Là, on a également fait la dématérialisation des bulletins de paye. On essaye au maximum développer nos outils pour qu'ils soient vraiment plus digitaux et plus accessibles à tout le monde. Et faut être vraiment dans l'air du temps, en fait. Voilà. Alors, dernier mot peut-être aussi, Bernard, avant la fin ou avant de rendre l'antenne ou on a tout dit. Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, je suis heureux de rendre l'antenne. Donc, merci beaucoup Adeline, merci beaucoup Bernard. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. En termes de prochains webinaires, parce qu'on en organise quand même très souvent, il y a de prochains qui est donc prévu le 5 mars avec le fondateur des cafés Dose à Paris, ainsi que le fondateur de la plateforme Stock Market et du restaurant Kitchen Paris. C'est donc le 5 mars. Si vous voulez vous inscrire déjà, rendez-vous sur notre site Snapshift ou d'ailleurs dans le dernier email que je vous ai envoyé hier, vous avez un lien pour vous inscrire. Et si vous voulez vous aussi faire l'essai de la plateforme Snapshift pour augmenter la fidélisation de vos salariés, eh ben, vous pouvez faire un essai sur notre site ou demander une démo à un de nos experts qui se fera un plaisir de vous montrer comment fonctionne l'application. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Très bonne journée et à bientôt. Hop.